Alors maintenant, le deuxième candidat, donc Guillaume Carrier, sur l'association Escherichia coli pathogène et cancer du côlon, suivi de la colonisation bactérienne par imagerie optique dans un modèle murin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur. Monsieur Lordi. Non, professeur Peuzet. Ah, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui et de me permettre de présenter mon travail dirigé par le docteur Mathilde Bonnet, que je remercie pour sa présence aujourd'hui, sur l'association des Escherichia coli pathogènes et du cancer du côlon, suivi de la colonisation bactérienne par imagerie optique dans le murin. Simplement un mot sur le cancer colorectal, qui est le troisième cancer le plus fréquent en France et responsable dans le monde de plus de 600 000 décès annuels. Son pronostic reste sombre, avec une survie à 5 ans de 60% tous stades confondus et de 10% dans les stades avancés. Le cancer colorectal résulte de la transformation de la cellule épithéliale normale jusqu'au carcinome invasif au travers d'une succession d'événements cellulaires, moléculaires, bien caractérisés dans cette séquence, la séquence adénome-cancer. Alors pourquoi parler de microbiote intestinal dans le cadre du cancer colorectal? Le côlon, c'est un véritable organe microbien qui héberge une quantité astronomique de micro-organismes, en particulier de bactéries, et ces micro-organismes, leur proportion, leur répartition, participent tout ensemble à l'homéostasie intestinale. On estime que les micro-organismes, de manière générale, sont impliqués dans environ 15% des cancers. Dans le cas du cancer colorectal, il existe un état de dysbiose, donc un déséquilibre de cette balance avec émergence d'espèces pathogènes au détriment de certaines espèces protectrices pour l'homéostasie intestinale. Escherichia coli en particulier, qui est une bactérie commensale du tractus digestif, a la capacité d'acquérir des facteurs de virulence, notamment la capacité à produire des cyclomodulines, qui sont des toxines, comme par exemple la colibactine, sur laquelle je me suis intéressé, qui est une génotoxine codée par l'hylogénomique PKS et qui est capable de créer des dommages à l'ADN et donc d'interférer dans le cycle cellulaire. Il a été montré dans le laboratoire dans lequel j'ai travaillé, tout d'abord, que les bactéries productrices de moins une cyclomoduline, en haut à droite, étaient majoritairement présentes chez les patients atteints de cancer colorectal en comparant avec des patients opérés pour des pathologies bénignes comme la diverticulose colique. Plus particulièrement, les bactéries productrices de la colibactine, codée par l'hylogénomique, c'est pour ça qu'elle s'appelle PKS, étaient surreprésentées chez ces patients atteints de cancer colorectal. Donc pour comprendre cela, des modèles murins ont été mis en place, modèles murins de prédisposition au cancer colorectal, APC, parce que du fait d'une mutation sur le gène APC, gène surpresseur de tumeur, et il a été montré que les souris infectées par les Escherichia coli productrices de colibactine, 11G5 sur le graphique, avec la souris, je sais pas si j'ai la souris, oui. Il a été montré la stimulation du développement tumoral in vivo avec un nombre de polypes et un volume des tumeurs plus important en comparant avec des souris infectées par des souches non pathogènes d'Escherichia coli ou avec un groupe contrôle de souris non infectées. Donc, nous avons voulu comprendre les mécanismes d'action de ces souches d'Escherichia coli pathogènes, PKS, à l'aide notamment de la bioluminescence, qui est une réaction chimique, la production et l'émission de lumière par un organisme vivant à partir d'une enzyme, la luciférase, de son substrat, la luciférine, avec consommation d'oxygène et d'énergie aboutissant à cette lumière. C'était bien connu depuis longtemps et bien décrit chez la luciole Photinus spiralis, mais également il y a une description précise du génome de Photorhabdus luminescens, qui est une bactérie symbiote des insectes et capable de bioluminescence. Le génome de Photorhabdus luminescens a été séquencé, ce qui a permis d'obtenir un plasmide contenant l'opéron qui code pour la luciférase, mais également pour les enzymes de synthèse de la luciférine, et d'utiliser ce plasmide pour transformer des bactéries, comme dans cette publication de Foucault en 2010, montrant une stabilité de la bioluminescence de cette souche non pathogène d'Escherichia coli MG1655 transformée par le plasmide PAT881, permettant de suivre in vivo la colonisation chez la souris par les Escherichia coli. L'objectif de notre travail était d'utiliser cette bioluminescence pour l'étude des mécanismes reliant la colonisation par les Escherichia coli pathogènes, productrices de colibactine, et la carcinogenèse colorectale. Pour cela, je disposais d'Escherichia coli productrices de colibactine CCR20, prélevées chez des patients atteints de cancer colorectal, mais également de souches non pathogènes, la MG1655, et du plasmide PAT881, décrit dans la publication de Foucault. Il avait également une caractéristique, c'était de permettre d'obtenir un profil de résistance à la spectinomycine, ce qui permettait en culture
de sélectionner uniquement les souches transformées d'intérêt. J'ai donc réalisé des extractions plasmidiques, transformé des souches rendues au préalable chimiocompétentes afin d'obtenir des bactéries bioluminescentes et vérifier cela in vitro à l'aide de cultures bactériennes et de quantification de la luminescence sur luminomètre et de vérifier la nature des souches par PCR. Par la suite, des études in vivo chez la souris APC ont été réalisées, des souris ayant ou non des cancers colorectales, et comparées avec un groupe contrôle de souris wild type. C'était un protocole d'infection par gavage intragastrique avec une quantité de 10 puissance 8 bactéries par gavage par souris. Nous avons suivi la colonisation par analyse des fesses avec un compte bactérien, mais également une mesure de la luminescence. Et enfin, in vivo, réaliser des acquisitions d'imagerie sur une caméra dédiée à la bioluminescence, puis sacrifier les animaux pour compter et mesurer les tumeurs coliques, mais également imager les organes. Tout d'abord, in vitro, nous avons mis en évidence sur ce graphique qui représente la luminescence au cours du temps en fonction de la croissance bactérienne, c'est-à-dire la densité optique, une luminescence très rapidement élevée, intense, dès la phase de latence de la croissance bactérienne et qui reste stable au cours du temps. Toujours in vitro, mais ce coup-ci sur la caméra captant les signaux de bioluminescence, nous avons réalisé différentes dilutions de nos souches, la CCR20 donc pathogène et la MG non pathogène, afin de vérifier la faisabilité chez la souris. En effet, nous obtenions un signal jusqu'à une concentration de 10 puissance 5 bactéries par puits, donc confirmant la faisabilité vu qu'on infectait les souris avec 10 puissance 8 bactéries. In vivo, chez des souris APC infectées par gavage par la CCR20 transformée, nous avons montré une corrélation très forte entre la colonisation dans les fesses et le signal bioluminescent dans les fesses, mais également une colonisation très forte aussi entre la colonisation dans les fesses et le signal abdominal in vivo réalisé à la caméra. Cela confirmait que le signal luminescent correspond bien à des bactéries vivantes et validait la quantification in vivo des bactéries. Au long cours, chez des souris APC infectées toujours par cette souche pathogène, nous avons mis en évidence une localisation initialement restreinte à l'abdomen, migrant progressivement vers le rectum, avec une cinétique homogène entre les souris et un signal qui était très rapidement intense. A noter que la baisse de signal au cours du temps était associée à une chute du nombre de bactéries vivantes, ce qui confirme ce que je disais précédemment. Nous avons pu imager ensuite les organes après sacrifice de ces souris aux différents temps auxquels nous réalisions les acquisitions d'imagerie. On met en évidence une nette différence entre les souris infectées par la bactérie pathogène, la CCR20, et les souris infectées par la souche non pathogène, MG1655, avec un signal qui persiste au-delà de 48 heures dans le premier groupe, et également particulièrement des spots de bioluminescence qui correspondaient en fait à des tumeurs colorectales développées chez ces souris. Nous avons voulu savoir si le signal abdominal de bioluminescence in vivo pouvait prédire la présence ou non de tumeurs colorectales chez ces souris. Nous n'avons pas pu montrer cette corrélation, mais je reviendrai dessus, les manipulations sont à optimiser. En revanche, lorsque nous sacrifions les souris, et plus particulièrement lorsque nous imaginions le côlon allant du sécom jusqu'au rectum des souris, nous avons mis en évidence une localisation très particulière des bactéries sur le côlon proximal, mais également au niveau des tumeurs développées déjà en place, ce qui a été confirmé par une analyse quantitative mesurant le signal au niveau des tumeurs, mais également sur la muqueuse saine juxtatumorale. Sur un protocole d'infection au long cours, des souris APC jeunes, n'ayant pas encore développé de cancer colorectal, gavées à 6 semaines par une quantité de 10 puissance 8 bactéries, nous avons réalisé des imageries successives au cours du temps avant un sacrifice à J44. Ce que nous avons pu mettre en évidence, et ce qui est très intéressant, c'est que plus le signal précoce était important, plus le volume tumoral total au moment du sacrifice était important. Nous avons donc montré une corrélation entre l'intensité de la colonisation précoce et le développement tumoral au long cours. Finalement, l'intérêt principal de cette bioluminescence, et en particulier du plasmide tiré de Photorhabdius luminescens, est d'assurer un signal qui est autonome, c'est-à-dire permettant une imagerie non invasive, reproductible, s'affranchissant de l'ajout exogène de substrat, étant donné que le plasmide assure la production de luciférase et de luciférine. Cela nous a aidé à caractériser les mécanismes procarcinogènes de ces souches. Particulièrement, nous avons vu que les souches se localisent au niveau du côlon proximal, au niveau du sécom de la souris, alors que les tumeurs colorectales
se développent de manière diffuse sur l'ensemble du côlon. Donc probablement qu'elles ont un rôle promoteur ou au moins un rôle d'initiation de la carcinogenèse, entraînant une modification du micro-environnement tumoral comme dans le modèle driver-passenger. Cependant, comme je le disais, nous n'avons pas pu mettre en évidence de prédiction de la présence ou non de tumeurs colorectales en fonction du signal abdominal in vivo après infection des souris APC, mais les temps d'acquisition étaient très précoces lors de l'imagerie. Nous pourrions éventuellement prévoir de le réaliser à nouveau de façon plus tardive, avec une clairance bactérienne donc, qui serait plus élevée, et éventuellement mettre alors en évidence des différences. La bioluminescence est très intéressante parce qu'on peut élargir un petit peu le domaine et nous sommes en train de développer dans le laboratoire un modèle qui couple cette bioluminescence à une imagerie morphologique, une tomodensitométrie permettant de localiser encore mieux le signal et de mieux corréler cela à la carcinogenèse, mais également d'ouvrir cette étude dans d'autres domaines comme par exemple ici en bas des modèles de pneumopathie induite par instillation intratrachéale chez la souris sous anesthésie générale et de vérifier l'infection grâce à des bactéries bioluminescentes. Donc pour conclure, la bioluminescence nous a permis de monitorer de façon spatio-temporelle in vivo, de façon non invasive, la colonisation bactérienne chez la souris et nous a aidé à la compréhension des interactions entre l'hôte et le pathogène dans la carcinogenèse colorectale. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions à poser sur cette très intéressante communication? Est-ce qu'on peut imaginer, tout à l'heure on parlait de calculer les temps de transit intestinaux, est-ce que ça pourrait être une méthode qui permette de façon atraumatique et facile de mesurer justement les temps de transit intestinaux ça n'a rien à voir avec la cancérologie, oui, mais... Oui. Alors, le problème c'est que si on utilise des bactéries qui s'implantent, c'est difficile d'évaluer le temps de transit intestinal, ouais. Donc les bactéries s'implantent et restent longtemps sur la muqueuse. Et deuxièmement, c'est sur le plan du dépistage, dont vous l'avez évoqué en montrant les limites, mais sur le plan pratique, comment on pourrait imaginer chez l'homme, comment introduire sa bactérie, par quel système? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que cette bactérie est une bactérie que l'on a trouvée chez l'homme atteint de cancer colorectal, mais lorsque l'on screen une grande partie de la population, il semblerait que cette bactérie soit présente très tôt, dès la naissance chez l'homme, lors du passage de la filière génitale lors de l'accouchement. Donc provenant de là, c'est difficile de prévenir le développement de cette bactérie. En revanche, on peut l'utiliser comme soit cible thérapeutique, étant donné qu'on montre qu'elle est à l'origine d'une carcinogenèse, soit également, on peut imaginer des modèles utilisant cette bactérie qui, comme on l'a vu, se localise particulièrement au niveau des tumeurs colorectales, donc elle a un rôle dans l'initiation probable de la carcinogenèse, mais également dans son développement. On pourrait utiliser cette bactérie en la transformant pour annuler sa virulence, mais l'utiliser pour vectoriser une cible thérapeutique. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un moyen de dépistage des populations à risque de cancer colorectaux? Un moyen de screening assez simple? Alors, un dépistage de population à risque, oui, mais encore plus, au-delà de ça, on peut l'imaginer comme un facteur prédictif de mauvais pronostic de cancer colorectal. Et on est en train d'étudier cela actuellement dans le laboratoire, mais chez nos patients atteints de cancer colorectal, prélevés, on étudie le pronostic à long terme sur la survie en fonction de la présence ou non de la bactérie Escherichia coli PKS, en s'affranchissant du stade tumoral, de l'âge et des autres facteurs confondants qu'on pourrait avoir. Donc, plutôt que de prédire la survenue du cancer, on arrive surtout à discuter le pronostic au long terme du cancer. Ça veut dire qu'elle induit un pathway particulier dans la tumeur ou que... Alors, il y a probablement de nombreux mécanismes, oui, par exemple, mais aussi elle induit toute une modification complexe du micro-environnement avec des modifications possibles, des réponses au traitement adjuvant ou au traitement complémentaire, une modification du micro-environnement ou du microbiote local favorisant l'émergence de d'autres germes pathogènes qui pourraient éventuellement participer également au développement tumoral et à l'aggravation. Et puis l'angiogénèse? Et l'angiogénèse également. Est-ce qu'il y a des bactéries antagonistes de cette bactérie qui pourrait être un élément thérapeutique? Puisque si on peut pas, si c'est très précocement dans la vie,
est-ce qu'on peut traiter à titre préventif en introduisant une autre souche qui serait antagoniste de celle-ci? C'est quelque chose qu'on pourrait rechercher effectivement, et que, à ma connaissance, pas encore connu, non, mais qu'on pourrait rechercher effectivement. Dans tous les cas, on voit une ouverture assez large de cette mise en évidence. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci.